Bonjour à tous et bienvenue en ce lundi sur Zone 14 pour une nouvelle émission. Je fais mon retour et puis comme j'avais envie de me faire remarquer, je fais mon retour en tant que présentateur puisque Lisa n'est pas là aujourd'hui. Mais bon, je suis quand même accompagné des deux qui ne mentent jamais, qui ne trompent jamais, qui sont toujours là. On va commencer à ma droite avec Noé. Comment ça va, Noé ? Ça va, fidèle au poste, toujours impressionnant. Sur le plateau Zone 14. Impressionnant le volume de jeu, il n'y a rien à dire. C'est ça, je suis partout sur le terrain. Et il y en a un autre, parce qu'il y a un petit double pivot quand même qui s'est formé depuis ces dernières semaines avec Jules, ça va ? C'est exactement, fidèle au poste, comme Adrien Rabiot, toujours présent, on va en parler. Et ouais, non, ça fait plaisir de te revoir Martin, ça fait plaisir d'être avec vous et ça fait plaisir de parler de la Coupe du Monde qui avance bien là, franchement. On commence à voir la fin, je sais pas vous, moi j'ai quand même passé une nuit de samedi mais abominable, donc j'ai encore un peu des cernes de cette nuit-là, j'ai du mal à m'en remettre. Ouais. Ça avait commencé quand même avec une victoire anglaise et bon forcément t'es français, t'as envie que la Norvège gagne. On a eu l'Argentine, donc là et toi, je sais pas passé. Et puis on a eu l'épisode UFC, mais enfin ceux qui ont vu ça, une catastrophe en tant que français, mais même en tant que fan de MMA parce que c'est horrible. Donc j'ai un peu du mal à m'en remettre, mais je pense que parler foot, revenir sur le foot, ça va me permettre d'aller mieux. Ouais, parce que certes, l'UFC ça se passe pas très bien. La Coupe du Monde pour les Français, ça se passe très très bien. Donc on va pouvoir aborder ça tranquillement. Donc pour le programme du jour, je vais le donner si ça vous va. On va commencer évidemment avec un débrief, comme débrief principal, France-Maroc. Un super match qu'on a eu qui permet à la France de se qualifier pour une 3e demi-finale en 3 ans. On va en revenir évidemment, enfin on va y revenir. Les rattrapages, comme d'habitude. Bon là vous avez compris, il y a eu 3 autres quarts, on est 3, on va aborder les 3 autres quarts. Et puis on va enchaîner avec 2 previews cette semaine, avec évidemment, bon vous commencez à comprendre, les 2 demi-finales qu'il va falloir aborder. Donc ça fait un programme très chargé, beaucoup de matchs à aborder, 6 matchs en tout. Donc on va essayer de faire à la fois complet comme on a l'habitude de faire, mais aussi de pouvoir tout balayer. Donc si ça vous va, on va pouvoir commencer avec le premier match, ce France-Maroc. Et donc voilà, j'ai dit 3e demi en 3 Coupes du Monde. La France en demi, est-ce que c'est une évidence à banaliser, Jules ? Non, faut pas banaliser. Après, nous, on a un peu connu que ça, mais si tu penses aux anciens, ils n'ont pas connu que ça. Il y a eu des périodes difficiles pour l'équipe de France. Donc, ce qui est fait, non, faut pas le banaliser. Il y a eu un gros travail fait par Didier Deschamps. Il nous amène 3 fois en demi-finale, sur 3 compétitions différentes. Franchement, c'est fort. Non, là, l'équipe de France qu'elle produit, c'est pas à banaliser. On voit de très belles choses. Faut l'applaudir, faut en parler, on va en parler aujourd'hui. Donc sur ta question, moi je te dis que non, c'est pas banaliser ce que fait l'équipe de France et produire un jeu aussi plaisant avec des joueurs aussi forts, il y a peu de nations qui sont capables de faire ça et la France est peut-être la seule ou une des seules capables de produire ça. Ok, je sais pas si tu es d'accord avec moi Noé, mais donc d'un côté oui, c'est évidemment pas à banaliser, mais tout autre résultat que cette demi-finale avant la compétition aurait été vu comme un échec, on est d'accord. Donc est-ce que c'est pas un peu juste contrat rempli ? C'est contrat rempli et puis c'est pas à banaliser, je suis bien d'accord, mais ça en devient banal quand tu vois la qualité de l'équipe de France. Tu regardes depuis 2016, tu fais 4 finales, 3 finales pardon. Peut-être 4. Une demi-finale et tu as cet épisode de l'Euro 2021 qui est une déception. Mais Deschamps, c'est quasiment parfait. On va y revenir. Il faudrait vraiment finir sur une victoire parce que sinon tu vas avoir un bilan un petit peu, pas forcément mitigé, mais en tout cas avec beaucoup de regrets. Si tu perds 3 finales, ou en tout cas tu es 4 fois dans le dernier carré et tu vas pas au bout, et en repartir qu'avec un trophée, c'est un rêve pour certaines nations, mais peut-être que pour la France, ça peut être une déception. On va commencer avec... on va faire un peu le déroulé du match petit à petit. Donc voilà, la France a entamé le match comme elle a l'habitude de le faire, avec une grosse domination. Il y a eu quelques petites occasions en contre, je pense à une petite virevoltance, ça veut rien dire, mais de Brahim avec ce petit pont. Oui. Mais globalement, France en contrôle. Ce qui amène à un penalty. Noé, j'aimerais bien avoir ton avis sur cette séquence. La part de responsabilité d'Mbappé, de l'arbitre. Comment toi, tu as vécu cette séquence d'un point de vue neutre ? Ton avis ? Honnêtement, je ne saurais pas trop te dire. Moi, tout ce que je pense, c'est que là, le Maroc, sur ce match-là, a pu essayer de proposer quelque chose, sur le penalty. On va revenir après sur la séquence de penalty. Il veut pas répondre à ta question. Toi, tu veux y aller, Je peux répondre à ta question. Je crois que t'as pas envie de parler. Le politicien, le gars, il m'a pris. Ok, j'entends ta question, mais je vais en parler d'autre chose. On n'avait rien à faire. Le penalty, la séquence des 5 minutes. Alors, est-ce que c'est honteux ou est-ce que Mbappé il rate juste complètement sa frappe ? Est-ce que c'est un peu des deux ? Dans la globalité, déjà, le penalty doit être sifflé, donc ça, ce n'est pas honteux. Après, c'est un peu long, je suis d'accord avec les gens qui critiquent ça, c'est long, Mbappé pose le ballon, il se passe 1 minute 30, 2 minutes, où il ne se passe rien, et lui doit réfléchir, doit cogiter où je vais tirer, qu'est-ce que je vais faire, Bounou aussi cogite.
Mais après, ok, il y a ces 2 minutes là, mais Mbappé, il peut mieux faire. Son penalty est plutôt mal tiré. Très mal tiré. Ouais. Lui, qui est un spécialiste de cet exercice-là, notamment en Coupe du Monde, où il en rate peu. Il en avait mis un face au Paraguay, où il avait été très clutch. Là, ce penalty aurait pu être du même acabit que celui face au Paraguay. Le penalty sauveur, le penalty qui te permet de te qualifier parce que tu es dans un match compliqué. Oui, bon, là, il ne l'aimait pas. Mais, ok, je suis d'accord, il y a les 5 minutes. Mbappé rate, donc c'est un peu un mélange. C'est un mélange de, ouais, l'arbitre, il a un peu fait n'importe quoi en laissant autant de temps à Mbappé pour tirer. Et Mbappé, dans sa préparation de son tir, la frappe est clairement mauvaise. Donc c'est un mélange des deux, un mélange d'une erreur un peu arbitraire et de Mbappé. Après, il tombe quand même aussi sur le spécialiste des pénaltys. C'est la spécialité de Bounou. Et puis après, le temps que ça prend pour avoir la décision finale, on le voit de plus en plus avec la VAR, ça prend toujours. Ouais, mais là c'est vraiment, il y a une séquence où il y a une double vérification. C'est très long. Le problème, c'est que la vérification, elle vient après qu'il est posé. Il me dit c'est bon une première fois. Et puis après, il revient un peu sur sa décision, on va vérifier le truc. Après, on va pas se mentir, que même s'il avait dû attendre 15 minutes, on parle d'un mec qui a mis 3 buts sur penalty en finale de Coupe du Monde à Emiliano Martinez. Donc la pression, va falloir pas se cacher derrière. Et c'est un penalty qui est de tirer de manière catastrophique. Heureusement, ça n'a pas de conséquences parce qu'en fait, le Maroc a mal abordé cette rencontre. En tout cas, ça n'a pas payé. Noé, comment est-ce que tu expliques que le Maroc a été complètement stérile dans cette rencontre? Comment toi tu l'expliques? Du côté marocain en tout cas. Du côté marocain, déjà je pense qu'il y a eu un grand manque d'imagination de leur côté. Le milieu de terrain qu'on attendait un peu meilleur, je ne l'ai pas trouvé au niveau. Et puis c'est ce que je voyais, un match où les deux équipes essayent de jouer, parce que le Maroc ont quand même essayé de jouer, ils n'ont pas fermé le jeu. Et ils se sont fait complètement prendre par l'équipe de France. Donc en fait j'ai juste vu une équipe largement supérieure à une autre. Et c'est ce qui prouve aussi que l'équipe de France peut aller au bout. Ouais. Sur ce match-là, c'est le premier match où je vois vraiment l'équipe de France très forte. Match référence dans la compétition. C'est le match référence. Et je suis d'accord avec, si je peux continuer là-dessus, je suis un peu d'accord. Et j'ai été déçu, moi, des Marocains, parce qu'ils avaient clairement, je pense, la capacité de faire un peu mieux, de déranger l'équipe de France par séquence, avec ce milieu de terrain qui a fait un match assez décevant, mais qui aurait pu faire un match très solide, comme ils l'ont fait face aux Pays-Bas, face au Brésil. Mais en fait, là, peut-être que, justement, c'est pas le Pays-Bas, c'est pas le Brésil, c'est l'équipe de France. Et l'équipe de France, quand elle est à ce niveau-là, l'adversaire n'a pas d'espoir, l'adversaire déjoue, l'adversaire essaye de faire ce qu'il peut, essaye de tenir défensivement. Donc c'est une grosse force de l'équipe de France, mais c'est aussi, sur ce match-là, un match de quart de finale de Coupe du Monde, une grosse déception de la part des Marocains qui, depuis le début de la compétition, avaient montré de très belles choses. Donc moi je suis un peu déçu de ce match-là des Marocains. Ouais, mais alors, justement sur ce match-là du Maroc, est-ce qu'il n'y a pas eu peut-être une erreur dans la manière d'approcher ce match? Parce qu'on voit que le Maroc a joué avec la volonté d'aller chercher une position élevée quasiment tout au long de la compétition. Ouais. Certes, contre le Brésil, elle a su gérer par séquence de ne pas avoir le ballon de jouer en contre, mais l'idée globale, c'est de presser haut, d'avoir des vraies phases de ressortie de balle en contre-pressing et surtout d'instaurer une emprise, notamment contre les Pays-Bas. C'était aussi aidé par la tactique des Pays-Bas, mais c'est complètement dingue en fait l'emprise en termes de possession. Est-ce que le Maroc n'a pas approché le match de la mauvaise façon en voulant jouer en bloc bas et en contre comme toutes les équipes qui ont affronté la France depuis le début? Est-ce que c'était la seule manière pour gagner, ou alors quitte à mourir avec tes intentions, tu aurais dû justement tenter d'aller étouffer ce milieu de terrain français? T'en penses quoi? Moi, ce que j'en pense, c'est qu'ils m'ont feinté un peu ces Marocains. Parce que moi, honnêtement, je pensais qu'ils n'allaient pas déjouer. Ils allaient continuer à proposer ce qu'ils avaient mis en place depuis le début de la compétition et ne pas mettre en place un bloc bas sur ce match-là. Je me suis dit, peut-être c'est une des seules équipes, là, à partir de ce moment de la compétition, qui ne va pas mettre en place un bloc bas face à l'équipe de France. Et le Maroc l'a fait. J'ai été très déçu. Franchement, ils ont déjoué totalement. C'est très surprenant, parce qu'ils ont clairement les qualités, par moment, par séquence, comme je l'ai dit, de faire déjouer cette équipe de France et de venir les titiller avec des joueurs de ballon. Ouais. Et après, je pense qu'ils ont eu surtout peur de l'équipe de France. Est-ce que tu peux sincèrement aller jouer aussi haut, presser aussi haut contre toutes les équipes et venir contre la France et jouer de la même manière, alors que tu as une arme offensive qui en fait chaque joueur peut créer le danger sur chaque côté, par la vitesse notamment, ou te prendre dans le dos. Donc en fait, je pense qu'ils ont eu peur de ça et ils ont essayé de jouer d'une autre manière, une manière qui n'a pas marché du tout. Le problème, c'est que c'est peut-être, alors c'est vraiment pas pour faire des comparaisons sur le niveau ou quoi, mais c'est peut-être l'erreur que peuvent faire certaines équipes de Ligue 1 au moment d'affronter le Paris Saint-Germain, si je peux un peu comparer.
Tu vois le Paris Saint-Germain, par exemple, tout au long de la saison, on sait que l'équipe de France et le Paris Saint-Germain, il y a quand même beaucoup de ressemblances. Les équipes qui ont dérangé le PSG en Ligue 1, je pense au Paris FC, c'est des équipes qui sont allées chercher ce Paris Saint-Germain au milieu de terrain, Monaco surtout. Pour moi, c'est l'équipe qui représente le mieux ça. Et je pense que le Maroc avait des capacités de tenter en fait, de déranger la France comme Monaco peut déranger le Paris Saint-Germain. Et à la place, je pense que tu as un peu un complexe d'infériorité de dire que cette équipe de France est supérieure à toi. Et c'est dommage. Mais malgré tout, ça reste un quart de finale. Ça reste l'équipe africaine qui va le plus loin. Est-ce que vous pensez, et vous allez répondre tous les deux, est-ce que c'est une fierté? Est-ce que cette Coupe du Monde est réussie pour le Maroc? Est-ce qu'on est fier de cette Coupe du Monde en sortant de cette première compétition sous l'ère Wahabi? On en pense quoi? Oui, elle est clairement, parce que si tu retournes un peu dans le passé, il y a 3 mois de cela, 6 mois de cela, tu n'as plus de coach. Après que Regragui quitte le poste, donc tu es très content avec ce nouvel entraîneur qui te promet que des belles choses. De dire que tu fais un quart de finale, tu as su déranger, même battre de grosses équipes. Ouais. Je pense aux Pays-Bas, le Brésil, tu les as vraiment dérangés. Oui. Tu as fait une grosse phase de poule. Tu coches deux gros sur ton tableau de chasse après 2022. Tu peux venir challenger les grandes nations. Totalement capable de challenger ces grandes nations-là. Ça promet, tu as une belle génération, tu as des joueurs qui ont prouvé. Dans l'ensemble, c'est assez jeune, hormis Bounou, hormis Mazraoui, c'est assez jeune, l'effectif, le 11. Et donc, tu peux te dire que là, tu te projettes avec ce coach-là, avec ce sélectionneur-là, jusque dans 4 ans, pour la Coupe du Monde à la maison, avec une génération qui aura encore grandi, avec des joueurs qui ont peut-être mûri, qui seront dans des encore plus grands clubs. Donc non, c'est une fierté, ce quart de finale-là pour le Maroc. Et t'es tombé peut-être face à la prochaine équipe qui va gagner la Coupe du Monde. On ne le sait pas encore, mais donc... Pour l'instant, à l'heure actuelle, t'es tombé contre la plus grosse équipe de ce championnat-là. Et puis le Maroc est devenu une des 2-3 meilleures équipes qui n'a jamais gagné la Coupe du Monde. Tu sais, chaque année, il y a ces outsiders qui ne partent pas favoris parce qu'ils n'ont pas déjà montré qu'ils savaient le faire. Je pense aux Pays-Bas, je pense à tout le monde. Du coup, c'est compliqué d'en trouver d'autres. Mais tu vois, les Pays-Bas, pour moi, c'est l'exemple parfait de cette équipe relou à jouer. La Colombie, dans une moindre mesure. Toutes ces équipes-là, aujourd'hui, tu vas cocher le Maroc parmi eux. Et je vais même aller plus loin. T'as dépassé des équipes qui en l'ont déjà gagné. L'Uruguay, t'es devant. Le Brésil, attention à pas que tu sois devant dans 4 ans. Il y a beaucoup d'équipes qui ont déjà gagné la Coupe du Monde, qui aujourd'hui sont derrière le Maroc, qui est, comme tu l'avais... toi, tu avais plutôt dit ça pour le Sénégal, mais on est dans un top 8 mondial, donc le quart est mérité. Et dans une édition où tu as un peu plus de réussite, où tu es un peu plus haut, tu peux aller jouer en demi-finale. Et même à la maison en 2030. Oui. C'est pas rien. Ah oui, c'est sûr. Cette compétition à la maison, on l'a vu cette année. Et puis il va falloir, moi ce que j'aimerais bien, c'est que le Maroc prenne au moins une des 2 CAN de manière légitime et incontestée d'ici là. Okay. Parce que voilà, parce que tu sais, il y a eu ce discours un peu de le Maroc est au-dessus des autres équipes africaines, mais ce serait bien que tu le montres à l'échelle continentale. Ouais, exactement. Et ce sera ça l'axe d'amélioration pour le Maroc. Du coup, pour la France, Noé, tu disais ça. Est-ce que c'est le meilleur match de sa compétition? Est-ce que c'est le meilleur match Est-ce que c'est le meilleur match de la France dans la compétition? Peut-être pas. C'est peut-être pas le meilleur match de l'équipe de France, mais en tout cas, c'est le match qui te confirme le plus de choses. Parce que tu joues déjà contre le Maroc, tu joues contre un gros adversaire. C'est pour moi le plus gros adversaire que tu joues sur la compétition. Et même dans un match comme ça, tu as su être largement au-dessus et le maîtriser à 100%. Donc oui, pour moi, c'est le match le plus abouté de l'équipe de France. Est-ce que c'est le meilleur match où ils ont le mieux joué? Ça, je sais pas. Mais en tout cas, c'est un match maîtrisé. Peut-être qu'on peut dire c'est pas le meilleur match offensivement. C'est ça. Mais parce que tu as une équipe qui a très très bien défendu face à toi, avec une composition remaniée aussi. On n'en a pas trop parlé, mais le Maroc a dû faire tout au long de la compétition avec des blessures. Et par contre, moi, ce que j'ai trouvé impressionnant, c'est cette capacité à annihiler, même des volontés de créer des occasions. En fait, c'est même pas que tu annihiles des occasions. C'est même pas que tu annihiles en fait, tu t'empêches les joueurs d'y penser, en fait. C'est que tu es à 0,06 XG pendant je sais pas combien de temps. Tu as une frappe cadrée très vite fait sur Maignan en fin de match. C'est impressionnant le jeu, cette défense et ce milieu. Ouais, et même les offensifs font partie de ce pressing-là, de ce contre-pressing-là, qui est assez impressionnant, qui est collectivement bien rodé. On a des joueurs qui sont capables de le faire. On le sait que des Désiré Doué, des Ousmane Dembélé, ils le font au PSG, pardon. Michael Olise, il est capable de le faire, il le fait au Bayern parce que c'est un joueur, peut-être on le remarque pas, mais il court, il est capable de t'envoyer des distances pendant un match. Et sur ce match-là aussi, tu as eu un gros milieu de terrain, notamment Manu Koné, et ça ratisse du ballon. Et le nombre de fois où le Maroc commençait à construire une occasion,
et Manu Koné est venu mettre son pied, est venu récupérer le ballon, bah, ça a fait la différence, même à Adrien Rabiot. Donc non, je suis d'accord avec toi. L'équipe de France a vraiment su annihiler toute séquence presque offensive marocaine, et la défense a été une nouvelle fois solide, un nouveau clean sheet, c'est le troisième en phase finale, c'est à souligner. Donc la France se projette bien vers son demi-finale, on en parlera après, avec une solidité défensive qui s'améliore, je trouve. Franchement, elle s'améliore, cette solidité défensive, sur les derniers matchs, et sur les 3 derniers matchs notamment. T'étais incapable de ne pas prendre de but en prépa et même en début de Coupe du Monde, c'était le truc qu'on reprochait à l'équipe de France, c'est cette incapacité en fait à non, parce que tu prends pas de but contre l'Irak, mais en fait, t'es pas capable de pas prendre un but contre la Norvège, t'es pas capable de pas prendre un but contre le Sénégal, ça reste 2 très bonnes équipes, que ce soit l'équipe B ou pas. Mais il y avait ce truc, Maignan, c'est dommage, il fait pas de clean sheet. Bon là, t'es à 3 sur 3 matchs, et surtout, t'as jamais été mené de la compétition. Et en fait, quand t'as marqué, t'as même pas été une fois repris au score. Quand t'as marqué, il n'y a jamais une situation où la France a été ne serait-ce qu'en danger parce que tu mènes 1-0, il y a 1-1. Et ça, c'est complètement dingue, en fait, de se dire qu'on a été, certes, inquiété sur des 0-0 en début de match contre le Maroc et sur des 0-0 contre le Paraguay, mais il n'y a pas eu de moment où on avait vraiment chaud, où tu te dis, cette équipe de France-là, pour la première fois, est en danger, a des vulnérabilités. Donc, bon. 45 minutes face au Sénégal, quoi, les 45 premières. Ouais, c'est après, ça tourne. Le changement, le changement, on en a parlé 1000 fois, le changement Olysée dans l'axe, Dembélé à droite, des grosses individualités. En parlant d'individualité, qui est pour vous ce MVP de la rencontre? Mbappé, grâce à son enchaînement magnifique, a eu le trophée. Qui est pour vous le joueur de la rencontre? Je vous laisse faire une petite tirade dessus. Voilà. On va commencer par Noé. Moi, celui qui m'a totalement choqué dans ce match-là, il en a parlé, c'est Manu Koné. Parce que en fait, juste je me dis, là on n'a pas celui que je trouvais le meilleur dans le milieu de terrain, c'est-à-dire Tchouaméni. Et en fait, t'es capable de le remplacer par un gars qui est complètement fou et qui limite meilleur dans cette capacité à être un peu le gars qui te nettoie tout le terrain. Ah bah oui, complètement. Ça veut dire qu'il sait tout faire. C'est un peu comme un joker, on va dire. Il est capable d'attaquer, de récupérer les ballons, de presser, de défendre, de tout faire au final. Énorme volume de jeu aussi. C'est ça. Donc oui, c'est le joueur qui m'a le plus choqué. Est-ce que je mettrais Mbappé parce qu'il a marqué, c'est l'arme offensive? Je pense pas. Je préfère le trophée, tu le donnes à Manu Koné. Je le donne à Manu Koné. Je préfère voir ce travail de l'ombre qui te fait marcher une équipe. Ok, Jules, t'es d'accord? Je mets un Manu Koné aussi, il a été époustouflant. Tu peux rajouter non, mais je vais pas rajouter parce que j'en ai parlé un peu tout à l'heure et donc il en a aussi parlé. Mais donc, si on peut parler d'Mbappé, Mbappé, dans sa capacité à mettre de jolis buts, il est toujours présent. Le catalogue, il commence son but, là, il est assez fort parce qu'il a pas beaucoup de temps. Il prend son élan, il envoie la frappe. L'enchaînement est exceptionnel. Issa Diop est plutôt proche de lui et la frappe, Bounou il peut pas aller la chercher. Elle est compliquée à mettre. Le catalogue il se remplit. Je me revois petit à entourer tous les jouets dans le catalogue Toys R Us. Là c'est pareil en fait. Entourer ses buts. Là le gars en fait il entoure extérieur de la surface, j'entoure. Penalty, il a entouré un petit peu. Frappe du gauche, mais le gars il met jamais de but du gauche de l'extérieur de la surface. Bon là il a décidé de le faire. C'est impressionnant. Donc on va voir ce que la France, on va y revenir évidemment plus tard dans l'émission, on va quand même essayer de parler des autres quarts un peu plus rapidement, on va essayer d'être assez bref. On va commencer avec Noé. Noé, t'as regardé toi, contrairement à d'autres, le Espagne-Belgique? Oui, je l'ai regardé. Moi je l'ai loupé, j'étais à un concert, The Weekend Stade de France, super concert au passage. Je l'ai loupé, donc Noé, tu sais quoi? Pour moi et pour tous ceux qui n'ont pas vu ce match en direct, qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet? Alors, qu'est-ce que je peux te dire? Déjà, une Espagne, comme depuis le début de la compétition, qui surdomine, qui se balade sur le terrain, mais qui marque pas des buts extraordinaires. Ça veut dire que c'est une Espagne qui te fait pas rêver, même si elle surdomine. Les 2 buts, c'est des erreurs des adversaires, une frappe relâchée, quelqu'un qui vient en renard la mettre au fond des filets. Et puis après, du côté de la Belgique, il y a eu un but pour égaliser. Un très beau but. Sur un peu ta seule action, on est d'accord? De quoi? C'est un peu sur ta quasiment seule action. C'est ça, de Kettler qui place bien sa tête, qui dépasse le défenseur. Il me semble que c'était Koubarsi, si je ne me trompe pas. Mais sinon, très beau match, un but refusé sur... je ne sais plus qui a marqué, mais en tout cas, la passe de Koubarsi qui te casse, je sais pas, il doit te casser 4 lignes. C'est 5 lignes. Exceptionnel. Okay. Et non, en fait, une Espagne qui t'impressionne pas, mais qui domine
Et j'imagine que c'est. Enfin, on l'a quand même vu, même si j'ai pas vu le match, j'ai évidemment rattrapé, et surtout, on le voit depuis le début de la compétition, c'est une Espagne qui te prend tellement à la gorge, t'étouffe tellement, que finalement tu lâches mentalement sur un ou deux moments. Et donc en fait, certes, c'est des buts qui sont pas très beaux, mais en fait, c'est provoqué par cette surdomination qu'il ne faut pas banaliser. C'est hyper dur de faire ce que fait l'Espagne. Il y a quand même un truc, moi, qui a retenu mon attention d'un point de vue extérieur, depuis la rangée, depuis le bloc Z, j'allumais mon tel et je vois sur Flashscore Pedri remplaçant, Fabian Ruiz titulaire. Qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus? Choix apparemment tactique, sportif, pas de blessure, choix payant, Fabian qui rentre, qui marque. T'en penses quoi de cette situation au milieu de terrain? Je la trouve normale au final, parce que t'as Rodri qui monte en puissance là sur les 2 derniers matchs. T'as Fabian Ruiz, quand il fait des entrées, il est meilleur que Pedri, et Pedri qui déçoit sur cette Coupe du Monde là. Donc au final, le mettre en remplaçant, ça me choque pas, et je trouve ça juste normal. Mais étonnant quand tu te plonges sur ça. Parce que tu te dis c'est Pedri, mais il me semble qu'en 202024 c'est la même chose, c'est Fabian et Rodri avec Olmo devant. Je sais plus si il se blesse. Il finit pas la compète. Il finit pas la compète, mais il gagne sans lui. Il gagne sans lui. Et je les trouve limite meilleurs avec Fabian. Mais ils avaient été très bons sans lui, avec lui, mais c'est surtout. En fait, c'est Olmo. Moi, je trouve Olmo qui a beaucoup de bien en ce milieu de terrain. Bien sûr, mais sur ce poste-là. Sur ce poste-là, Fabian. Fabian a rempli complètement son rôle, mais Fabian était titulaire depuis le début de la compète, si je ne me trompe pas. Il a fait des. Je parle en 2024. Il est titulaire depuis le début de la compète. Oui. C'est d'abord un milieu à 3 avec Olmo qui, si je ne me trompe pas, est ailier droit ou faux neuf, je sais plus. Non, ailier droit, il y a Lamine Yamal. Ailier gauche ou faux neuf, il n'a pas déjà joué ailier gauche un peu. Non, c'était Nico. Bon, je sais plus, mais il me semble qu'Olmo avait un peu. De La Fuente avait un peu testé partout. Mais ce qui avait marché à la fin, c'était ce double pivot, entre guillemets, avec Fabian, qui peut s'exprimer, qui est complètement protégé par Tonton Rodri, qui empêche n'importe quel joueur de venir autour de Fabian. Parce que Fabian a besoin d'être protégé, on sait. Et Olmo en 10 qui se balade un peu partout, c'est parfait. L'Espagne continue son bout de chemin, l'Espagne est inquiétante. On va y revenir, évidemment. Merci. L'Espagne a encaissé son premier but. Oui, l'Espagne a encaissé son premier but. Encaissé. Mais a encaissé 2 occasions, donc ça reste statistiquement effrayant. De ce côté-là, il y a quand même des faiblesses, on va y revenir évidemment juste après. Jules, toi, t'as regardé un petit match samedi à 23h? J'ai tout regardé, moi. Non, j'ai pas tout regardé. T'as pas tout regardé. Mais oui, j'ai regardé le petit match de 23h, le petit Norvège-Angleterre. Un match très sympa. Il faisait chaud, il faisait très chaud sur ce terrain-là, ça se voyait, les joueurs ont eu vraiment chaud, il faisait à peu près 40 degrés il me semble, avec un taux d'humidité très haut. Donc voilà, le point météo est fait. Mais ça s'est un peu vu dans le jeu, on a eu une première mi-temps assez décevante parce qu'on s'attendait à un choc. Pas une première mi-temps, on va dire un premier quart-temps, si je peux me permettre, un premier quart-temps jusqu'à la pause fraîcheur. Très décevant, où il se passait pas grand-chose, les joueurs avaient sûrement chaud, étaient peut-être pas prêts. Et après ça s'est un peu décanté, on a eu un but des Norvégiens, un très beau but, on va l'appeler SCH. Mais un très beau but de SCH. Sheldon, un très beau but. Non, tu vas me le refaire? Sheldon. Un très beau but de SCH, non, franchement magnifique. Et après, est-ce que c'est un centre, est-ce que c'est un tir? On le saura jamais, mais en tout cas, ça fait but. Et ça faisait 1-0 pour la Norvège. C'est un tir. J'ai vu des gens dire que c'était un centre, c'est un tir. C'est un tir, ok, c'est un tir peu commun. On a peu l'habitude de voir ce genre de frappe. Ouais, mais c'est. Ah, mais ça fait but, hein, ça je suis d'accord avec toi. J'ai du mal à croire que le gars centre, non? Il peut louper son centre, mais bon, ça c'est. T'en penses quoi, toi? Parce que là, je vois que tu sous-entends les deux. C'est un tir, j'aimerais bien que tu me le dises. Ah non, mais pour moi c'était un centre raté. Ok, très bien, c'est bien de le dire. Mais après, le but est magnifique. Mais après, ce qui s'est passé, c'est que King Jude s'est réveillé, tout simplement, et il a marqué ce premier but, je le trouve vraiment magnifique. C'est très bien joué de sa part, il se balade un peu dans la défense et il marque ce but du pied gauche. Grosse fréquence de touche de balle, puissance, en fait c'est... Non, c'est du Jude, c'est du Jude dans le texte. C'est du Jude dans le texte. Et après on a eu cette deuxième mi-temps, il y a eu pas mal de changements de la part de Tuchel, il a eu des problèmes de joueurs, on sait que Rice est malade, il a un virus. Le latéral droit aussi, Konsa a fini un peu sur les rotules, donc il a dû mettre Rhys James, il a fait rentrer Rhys James. Pas l'habitude de défendre un couloir. C'est ça, Eze a fini au milieu de terrain, on a Saka qui est rentré à la mi-temps. Rogers aussi est rentré. Non, c'était un peu... il a dû s'ajuster avec des joueurs qui n'étaient pas forcément à leur poste, mais bon, au final, ça donne une victoire, parce qu'on a eu ces 90 minutes-là, on a eu les 120 minutes, et en 120 minutes, c'est l'Angleterre qui s'impose, parce que Jude, il a mis son doublé sur une action un peu façon Merino sur le but. Il est là, il est en rapace dans la surface. Oui, c'est encore lui qui et c'est encore Jude, et ça fait un doublé pour Jude, et ça fait 2 doublés d'affilée en 2 matchs. Et Jude Bellingham est impressionnant, vraiment c'est le king de cette Angleterre-là. Et il me fait très plaisir, je le trouve, c'est vraiment le meilleur joueur anglais. Il est au-dessus de Kane. Ok, Kane, il en donne, parce que Kane, je l'ai vu des critiques sur son match, je les comprends, mais son abattage en 120 minutes, il fait les 120 minutes,
Oui, mais à peu près, il fait 118. Okay. Mais il se donne, il permet à l'Angleterre de récupérer des ballons bas parce qu'il fait les efforts bas, il vient aider bas l'Angleterre. Donc on demande des buts, mais non, moi justement, dans ce caractère-là, c'est Bellingham qui met les buts. Mais sur cette Coupe du Monde-là, je ne demande pas à Kane de plus marquer parce qu'il y a les autres qui le font. Il n'y a pas les autres qui le font. Il y a Jude qui le fait. Oui, t'as raison. 12 buts sur les 13 marqués. Et le dernier qui a pas marqué, c'est Rashford. Voilà. Enfin, le dernier qui a marqué, c'est Rashford. Mais non, oui, il y a Jude, les deux sont très bien. Mais Kane a quoi? 5 buts, 4 buts? 6. Il a 6, les deux sont à 6. Il est à 6. Donc en fait, non, c'est pas ça que je lui demande. Moi, sur ce match et sur plein d'autres matchs, je trouve que Kane n'arrive pas à retrouver ne serait-ce que 60% du talent dans la création qu'il a du côté du Bayern. Je veux bien, et je parlerai pas de système player parce que je déteste cette expression, ça ne veut rien dire, sauf dans des cas très très précis. Non, ce que j'explique, c'est que je n'arrive pas à comprendre que Kane n'arrive pas à retrouver ce truc-là et qu'on vienne pas me dire qu'il n'a pas besoin de le faire parce que les autres le font. Je trouve que ça ferait du bien à beaucoup de moments qu'il y a un mec pour accélérer le jeu, pour changer de rythme dans cette équipe d'Angleterre qui parfois est un peu somnolente, tu vois. Et et c'est pas comme si t'avais pas des Kimmich et des Moussiala ou des Gnabry qui participaient aussi à la création du jeu. Donc c'est pas un truc il doit le faire au Bayern parce que personne d'autre le fait. Sur Kane. Maintenant Jude, moi je t'ai dit, j'en parlais. Je trouve que quand il est très fort, il joue avec des enfants. C'est vraiment ça l'impression qu'il me donne. J'ai l'impression qu'il est tellement au-dessus physiquement qu'il nage, il joue avec des enfants dans le parc. Et c'est impressionnant, sur le but, ça fait encore ça. Il arrive à toucher 4 fois la balle, les autres, ils n'ont même pas encore démarré leur course. C'est impressionnant. Donc, on va suivre cette Angleterre qui continue de monter en puissance. On a des matchs. Le bateau tangue, mais le bateau, il coule jamais. Il n'y a même pas un mec qui tombe dans l'eau. On va en reparler après, pardon. Il y a une petite histoire quand même extra sportive, on va en reparler juste après. Oui. On va en reparler après. D'accord, oui. Non, mais il faut en parler parce que ça peut être intéressant. Et moi, je vais finir du coup cette session des rattrapages avec le dernier match dans la nuit. Donc, je vous ai parlé, évidemment, moi j'ai veillé. J'ai fait toute la nuit en entier. Et j'ai regardé cette Argentine-Suisse. Je n'ai pas regardé la toute fin du match, les 3 dernières minutes, parce que j'ai regardé McGregor se blesser. Mais non, l'Argentine a fait sa spéciale. Voilà, sa spéciale. J'ai même pas besoin de vous résumer le match. Si jamais vous avez regardé ne serait-ce qu'un match lors de cette phase finale de l'Argentine, vous savez ce qui s'est passé. L'Argentine a cette fois-ci marqué très tôt. Et on s'est dit, alors là, finalement, on va pas avoir le même match. L'Argentine, ils vont dérouler. Ils vont faire une Croatie-Argentine, ils vont mettre 3-0 à la Suisse, ça va être réglé de 2 secondes parce que McAllister avait marqué à la 10e minute. Mais en fait, non, t'encaisses pas mal d'actions et tu finis par prendre un but à la 67e minute par Endoy, qui fait un match catastrophique, mais vraiment catastrophique. Mais il met son but, hein, donc bravo, mais on va quand même rappeler, son match est catastrophique et honteux. Ça compète. Dans l'ensemble, je suis d'accord. Et voilà, on arrive dans des prolongations. Mais il y a un événement qui se passe 5 minutes après le but qui met un coup au moral de cette équipe, c'est un carton rouge. Un carton rouge d'Embolo qui avait déjà pris un jaune sur une faute complètement méritée, un excédent d'engagement à la 44e minute. Et Embolo se fait tacler par Paredes, l'arbitre siffle et met un jaune à Paredes, il est appelé par la VAR, il annule le carton jaune à Paredes et comme les nouvelles mesures le permettent, contrairement à ce qu'on a pu entendre, il revoit sa décision et met le jaune pour simulation à Embolo. C'est mérité. Logique. Il n'y a rien à dire. Oui, je suis d'accord. Il n'y a rien à dire, c'est mérité. Totalement. Et ça commence à... Voilà, moi je vais faire un petit coup de gueule, ça commence à m'insupporter. J'en ai marre de cette manie de penser que l'Argentine achète la compétition, de penser que Infantino, qui est suisse-italien, en a quelque chose à faire de l'Argentine. Arrêtons. Il y a des affaires de corruption, je l'entends bien, mais c'est dans l'autre sens. Donc il n'y a pas d'argent de l'Argentine à la FIFA. Il va falloir arrêter de venir nous expliquer que l'Argentine a un tableau facile, parce que c'est pas de sa faute si l'Uruguay, le Portugal et la Colombie n'ont pas respecté leur rang. Alors l'Argentine a le tirage factuellement le plus facile de l'histoire de la Coupe du Monde. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais en fait, c'est aussi la beauté de ce sport. C'est insupportable en fait de venir dire ça. Ils y sont pour rien. Ils y sont pour rien, ils continuent de gagner leur match. Donc voilà, c'est fin de ce coup de gueule. Donc pour moi, la Suisse et Embolo se sont tirés. Ouais. Embolo, sacré compète horrible, sacré compète très compliqué aussi. Ah moi la compète, je la trouve. Et ça, c'est le pompon. C'est que sa compète, elle est moyenne au possible. Et le gars, il te plombe ton équipe. T'es dur. Donc voilà, le match se termine là-dessus. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, derrière, même si tu tiens un peu longtemps, tu finis par encaisser. Ce qui est dommage, c'est que tu prends le but du siècle. Ça fait un peu chier de se prendre ce but parce que tu te dis que tu peux rien faire. Parce que Julián Alvarez, en fait, là, c'est vraiment la soirée des mecs qui font des matchs de merde mais qui marquent des buts. Parce que Julián Alvarez, il fait un match catastrophique aussi, mais il te sort le but de la compète.
un des buts de la compète. C'est exceptionnel ce but, exceptionnel. Ouais, magnifique. Et au final, t'as Lautaro qui marque enfin, mais c'est mérité, tu vois. Je trouve sa rentrée contre l'Égypte, elle était tellement bonne qu'il méritait un petit but. C'est cool qu'il l'obtient en fin de match. 120e plus 1, 3-1. Encore une fois, 120 minutes encore. Ça fait 2 fois en 3 matchs. Après, les Anglais aussi. Les Anglais aussi, ça fait 2 fois en 3 matchs. C'est les mêmes. T'as quand même des quarantenaires qui en peuvent plus. Là. Je pense qu'il y a un moment, il va falloir On va en parler, mais sur l'aspect physique, j'en parlerai après. Mais pour moi, ça change rien. Entre les 2 matchs, ça change pas. Entre les matchs, ça change rien ? Non. Ok. On va y revenir juste après. Voilà pour ces rattrapages. Dans tous les cas, j'espère que vous avez globalement tout vu et que cette session rattrapage, on s'est un peu senti obligé de la faire, mais elle n'est pas été très utile. Il y a forcément des gens qui n'ont pas pu voir un de ces matchs. On va pouvoir passer maintenant à la preview, à ce France-Espagne, à cette revanche de 2024. Moi, Noé, je vais te commencer à te poser une question. C'est pas les mêmes équipes. Non. Qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce qui a changé ? Déjà, du côté de l'Espagne, tu as des absents. Tu as des joueurs qui sont pas là, et notamment offensivement. On pense direct à Nico Williams. Et puis après, du côté de l'équipe de France, tu as quand même une équipe de France qui a bien changé. C'est-à-dire que dans les matchs 2024 ou le truc à la National League, tu as genre un Kolo Muani buteur. Tu vois, là aujourd'hui, tu as une attaque, tu as une vraie attaque, tu as des joueurs qui ont pris de l'expérience, tu as des joueurs qui sont passés par une victoire par 2 Ligues des Champions. Donc ça a changé, surtout en faveur de l'équipe de France, une équipe de France bien plus mûre. Et par contre, l'Espagne, ils ont peut-être l'avantage mental, on va dire, mais il y a quand même des doutes offensivement. Ouais, mais ça, on va y revenir. Mais globalement, c'est ce qu'on disait. Les trajectoires des équipes depuis 2024, elles se croisent un peu, avec une Espagne qu'on va avoir tendance à voir régresser, tout en restant également très haut. Et t'as dit quoi, Rodri ? Rodri aussi, il peut montrer d'une certaine manière ce déclin. Tu vois, on passe même s'il revient bien dans cette compétition. Oui, même s'il revient bien, mais ça montre aussi que... globalement, tous les joueurs de ce 11 du champion d'Europe, il y en a très peu qui, ne serait-ce que se sont contentés de se maintenir dans ce mondial. Même ceux qui sont arrivés avec le plus d'espoir, comme des mecs comme Lamine Yamal, ne sont pas pour l'instant au niveau qu'on pourrait attendre d'eux. Pedri, évidemment, j'y pense aussi, mais je pense aussi à d'autres joueurs. Moi, je suis désolé, j'en attends un peu plus d'un mec comme Cucurella. Moi j'en attends plus. Parce qu'il fait une top compète. Il fait une top compète. Non, moi je Alors si, sur ce côté gauche justement, qui est très très faible, où les joueurs qui sont placés, donc Baena, Jérémy Pino par moment, et on a eu du Ferran, et Cucurella lui il est très très bon en tant que latéral gauche, et c'est le joueur qui apporte le plus de danger sur ce côté gauche, alors que normalement il y a un ailier qui est censé apporter du danger. Un ailier ne le fait pas, Cucurella le fait. Donc je te trouve dur avec Cucurella. Cucurella, t'as parlé des Espagnols, il y a Cucurella qui est mieux qu'en 2024. Koubarsi, il n'était pas là en 2024, mais il prend une place dans cette défense-là où il est monstrueux. Et j'aime bien Oyarzabal. Oyarzabal, il n'était pas à ce niveau-là en 2024. Et franchement, lui, c'est peut-être le seul Espagnol qui, depuis 2024, lui, est en totale expansion. Non, pour être honnête, je me suis perdu dans mon propos, j'ai dit le premier nom qui me vient en tête. J'avais plus de nom. J'avais plus de nom. En fait, j'ai voulu faire une démonstration et j'avais plus de nom en tête de cadre qui mentait. Déjà, Rodri, voire Pedri et Lamine Yamal, enfin déjà tu peux me citer Rodri, Lamine Yamal et surtout Nico Williams, donc lui qui n'est pas là tout simplement. Là, ça fait déjà 3 gros noms. Et tu sais, ça se joue un peu finalement, mais si Nico Williams rejoint le Barça et ne prolonge pas à l'Atlético, je pense que la compétition... À l'Athletic Club. À l'Athletic Club, pardon. Ouais. Oui. La compétition change pour l'Espagne et que parfois le foot ça se joue à ça. Oui, après il y avait des pubalgies, il y avait des. Ah oui, évidemment, il y a des croisés, il y a des Fabian qui se font des égratignures à la cuisse et ils sont au final absents 4 mois. Enfin oui, il y a des circonstances. Maintenant, la vérité c'est que il y a des équipes qui arrivent dans des contextes différents mais qui arrivent au même endroit qu'en 2024 avec quasiment les mêmes têtes. Il y a quand même des petits changements, mais c'est quand même quasiment les mêmes têtes. Mais la question qu'on peut se poser, et Jules, je vais te demander de répondre, qui arrive avec le plus de garantie et qui arrive avec le plus de confiance et de sérénité ? Ça peut être 2 choses différentes, ça peut être la même équipe, tu peux me faire des nuances, je te laisse répondre comme tu veux. Alors, garantie, l'équipe de France, si on prend la compétition, parce que les gens, les joueurs se... T'es pas obligé de prendre que la compétition. Moi, malheureusement, on est en Coupe du Monde et je pense que les joueurs, ils ont comme repère cette compétition-là, parce que c'est ce qu'ils produisent depuis 1 mois. Ça fait depuis 1 mois qu'ils sont avec leurs coéquipiers et ils ont déjà produit 3-6 matchs depuis le début de la compétition. Donc, c'est forcément des garanties sur ces 6 matchs-là. Et sur ces 6 matchs-là, l'équipe de France a beaucoup plus de garanties que l'Espagne. C'est indéniable. Après, la question de la confiance, j'ai un doute. Au début de la compétition, j'en avais beaucoup parlé. J'estimais que si l'équipe de France
rencontrer l'Espagne allait détruire cette équipe de France et il ne fallait pas pour l'équipe de France rencontrer cette Espagne-là parce que c'était vraiment son poison. Il ne fallait pas rencontrer l'Espagne. J'ai un peu plus de doutes. Je pense qu'on peut le voir dans les déclarations de Lamine Yamal. Ok, il y a beaucoup de confiance. Il s'estime au-dessus de l'équipe de France parce qu'ils ont déjà battu par 2 fois. Mais je pense qu'il y a aussi un peu de la peur. De la peur de voir que. Oui, je pense qu'il y a de la peur côté espagnol. Oui, un peu de la peur côté espagnol de voir cette équipe de France à ce niveau-là. Une équipe de France, ils n'ont jamais affronté une équipe de France à un niveau pareil. Une équipe de France qui est aussi dangereuse offensivement, auquel l'Espagne est forte défensivement, mais offensivement, je pense que ça peut faire vraiment du mal à cette défense espagnole. Donc, moi, je te dirais que dans les garanties sur cette Coupe du Monde et dans les matchs, c'est l'équipe de France, et même dans la confiance, l'équipe de France a eu un déclic, et maintenant a plus de confiance que cette équipe d'Espagne, qui, alors que tu me poses la question il y a un mois, je te mets l'Espagne. Ouais. Peut-être pas pour les 2 réponses, mais en tout cas pour la confiance, je te mets 100% l'Espagne. Okay. Là, pour moi, ça a changé en un mois. Noé, t'avais pas d'accord sur la partie... Quand il a dit que l'Espagne avait peur de la France ? Ouais, sur la partie de la peur. Non, je suis pas d'accord. Il n'y a pas de peur. Il n'y a pas de peur parce que justement, tu as gagné les 2 derniers matchs, les deux dernières confrontations, et avec la manière en plus. Et puis, je pense que par exemple, on peut parler du cas de Lamine Yamal. Ok, il n'est pas au niveau dans cette compétition-là, mais pour moi, ça veut absolument rien dire. C'est-à-dire c'est pas une fin en soi. C'est pas. Oui. En fait, le gars continue toujours à provoquer. Tu sais que c'est un crack, tu sais que c'est un talent qui peut te sortir un match extraordinaire. Et puis on n'en sait rien. Et puis même dans la Coupe du Monde, t'as des joueurs qui t'ont fait un match dans la compète. C'était le match où il fallait être là. Ça se trouve, Lamine Yamal, ce sera le match où il va être là. Et il va sortir à lui tout seul une équipe. On ne sait pas, on n'en sait rien, il en est capable. Il fait certes une compétition décevante, mais le gars il a quand même 2 trophées d'homme du match. Alors les 2 trophées, il ne les mérite pas, mais contre l'Autriche et contre la Belgique, le gars a des trophées d'homme du match. C'est bien beau les trophées. Après, mais attends, mais ce que je veux dire, c'est que... Non, mais vous me parlez d'Lamine Yamal. Il est si mauvais que ça. Il n'est pas si mauvais que ça. Il monte en puissance de plus en plus. Ce qui est dommage pour l'Espagne, c'est que Lamine Yamal n'est toujours pas un niveau aussi fort, et que aussi il n'est pas aidé par ses compères offensifs. Je pense surtout au niveau de l'aile gauche. Encore, tu aurais un Yamal un peu moins bon, mais à gauche, tu aurais un joueur fiable, un joueur capable de te fournir des performances de bon niveau. Mais du coup, là, tu as ce Lamine Yamal un peu décevant, et à gauche, tu n'as même pas ce pendant côté gauche qui serait capable de faire des différences. On va revenir sur les individualités juste après. D'abord, j'ai une question à vous poser. On va parler un peu tactique, on va mettre un peu les mains dans la tactique. Comment est-ce que, parce qu'on va essayer de s'orienter plutôt sur... on sait que l'Espagne, on sait comment ils vont jouer. On sait, l'Espagne, il n'y a pas un monde où ils ne vont pas chercher à avoir de la possession, c'est sûr et certain. Ils joueront pas bloc bas, ils joueront en contre, et il y a de fortes chances qu'ils l'aient. La balle, oui. La balle. Maintenant, ça, il n'y a pas de débat sur ça. La France, la question peut se poser. Vous êtes la France, vous êtes Didier Deschamps, vous êtes Mbappé, vous êtes les joueurs. Comment vous abordez ce match tactiquement ? Je vais me dire comment doit jouer la France sur ce match-là. De ce que j'ai vu et de ce que prépare Deschamps, moi j'aime bien ce qu'il prépare, ce qu'il met en place. Ça va être doué à gauche, en tant qu'ailier gauche, c'est très bien, parce que tu as parlé d'Lamine Yamal, oui, il faut quand même le défendre. Sur l'aspect, comment est-ce que tu abordes ce match tactiquement ? Ça, c'est un gros point, parce que moi, mettre Désiré Doué en tant qu'ailier gauche, ça va permettre d'aider Lucas Digne pour défendre Lamine Yamal. Ça fait un partie des points. Mettre Rabiot aussi en aide, ça va permettre d'aider aussi. Oui, mais plutôt que de parler de non, est-ce que la France doit, moi j'aimerais bien une réponse plus simple, est-ce que la France doit continuer d'aller presser haut et agripper l'Espagne pour essayer de pas forcément avoir la balle, mais de les empêcher d'avoir beaucoup la balle, ou est-ce que la France va pas me cook contre toute attente, un bloc bas, médian bas, pour accueillir et réceptionner l'Espagne et exploser en contre? Non, et après, il y a des moments où l'Espagne sera haut, et donc la France sera en bloc bas, et donc la France aura la capacité de répondre en contre. Mais je pense que la France va jouer comme elle a fait depuis le début de la compétition, va essayer d'avoir la balle, et avec un gros contre-pressing, parce qu'elle a les joueurs capables de le faire. Donc ça va permettre d'imposer un gros contre-pressing, et à voir si cette équipe d'Espagne est capable de vraiment ressortir les ballons quand elle sera titillée par une équipe qui met en place un gros contre-pressing. La France, ils vont y aller la tête haute, ils vont presser, ils vont essayer de mettre le doute aux Espagnols, je pense. Ils vont pas attendre derrière à vouloir juste jouer les contres, même si comme tu l'as dit, on sait qu'ils peuvent le faire, et même très bien. Mais je pense que là, juste ils ont la dalle, ils vont aller chercher. Ouais, mais est-ce que ce serait pas... non, je pense que même ça serait... Non, ce serait pas l'erreur. Ce serait pas une erreur. Parce que on est quand même dans une situation où justement la France a plus, on va dire, prouvé, a écrasé tous ses adversaires.
Et peut-être que l'Espagne, eux, ont eu cette possession-là et s'en sont sortis sur chaque match. Mais on sent quand même un peu plus de doutes avec des joueurs absents. Et justement, je pense que l'équipe de France va arriver confiante, va jouer comme depuis le début de la compétition et va mettre vraiment de grosse pression et de l'impact sur les joueurs espagnols. Et je pense que ça peut faire douter les Espagnols. Ouais, je trouve que ce serait un très très beau signal envoyé au monde de venir challenger dans le jeu, dans la possession, ne serait-ce qu'aller chercher un 48-52 de possession, un truc assez équilibré face à l'Espagne, les empêcher vraiment d'installer leur jeu. Je pense que ce serait un beau message de réussir à faire ça. Maintenant, moi j'ai une crainte, je pense que c'est potentiellement la meilleure manière d'exploser en plein vol. Je pense qu'on arrive peut-être dans un moment de la compétition où cette gestion de la profondeur dans le dos des latéraux, le truc qu'on évoque depuis un moment, si tu donnes l'opportunité à l'Espagne d'attaquer ces espaces-là, ça risque d'être très compliqué, que ce soit Olmo qui va très bien le faire, Baena, on va y revenir avec un peu plus de difficulté, mais surtout moi c'est Lamine Yamal qui m'effraie énormément. Je pense qu'avec un Tchouaméni en plus de retour, je préfère potentiellement réceptionner cette équipe-là, avoir un Tchouaméni comme rampe de lancement avec son super jeu au pied, enfin c'est pas un gardien jeu au pied, mais son super pied en fait tout simplement, aller chercher des joueurs comme le Kadoué, je suis complètement d'accord, je préfère à Barcola même si tu joues en bloc bas parce qu'il a un meilleur abattage défensif, je préfère ça. Je préfère que la France aujourd'hui mette de côté son ego, fasse face à la vérité. Non, c'est pas l'ego. C'est juste force collective. Alors, on verra très bien, mais on verra très bien. Moi, aujourd'hui, ma crainte, et je serais vraiment agréablement surpris et choqué, que la France parvienne à vraiment challenger dans le jeu l'Espagne et à ressortir vainqueur de ce duel-là, sans exploser en plein vol, comme je l'ai dit, avec énormément de regrets de se dire « Ah, franchement, c'est dommage parce qu'on n'était pas loin ». Et peut-être que Deschamps, il pourrait nous sortir justement ce truc de lucidité, cette sérénité, cette justesse tactique, et avoir un bloc médian en bas, sans trop de pressing, un truc qu'on a beaucoup vu. Tu les mets dans un fauteuil comme ce qu'ils font depuis le début de la compétition, c'est-à-dire avoir la possession, tourner, et puis après sur un seul moment, et tu vois, marquer avec un but dégueulasse. C'est marrant parce que je disais comme le Maroc ne devait pas faire ça face à la France. Ouais. Donc c'est un peu illogique ce que je dis, tu vois. Je dis les équipes de Ligue 1 doivent faire ça contre le PSG, mais la France doit faire ça contre l'Espagne. Ouais, parce qu'en fait le truc c'est que je trouve vraiment que l'Espagne galère offensivement. L'Espagne n'a pas de réussite, je trouve, offensivement. Et puis imaginer Oyarzabal se perdre dans les chaussures de Upamecano et Saliba, c'est un truc qui me plaît. Et moi, franchement, je trouverais ça juste, mais c'est pas forcément ce que j'espère. J'espère que la France va challenger dans le jeu l'Espagne, va exploser ce milieu de terrain, mais bon, j'ai une petite crainte et au moins ça réglerait ces craintes-là. Vous, pour vous, je vends la peur un peu ? Non, je ne vends pas la peur, c'est une bonne question à se poser. Et ça peut marcher, parce que oui, je suis d'accord avec toi, l'Espagne, c'est pas une force offensive monstrueuse. En jouant comme ça, il y a moyen qu'ils te mettent grand max un but, tu vois. Donc ça peut marcher, ton idée. Mais j'aimerais voir cette équipe de France continuer avec ces principes mis en place depuis le début de la compétition, qui ont marché et qui effraient le monde. Et puis c'est l'année pour aller chercher le champion d'Europe en titre et lui mettre une claque dans le jeu, ça serait un... Qui t'a souvent claqué. Moi, c'est une finale avant l'heure. Ouais. C'est une finale avant l'heure, mais... Avant la compétition, je t'aurais dit oui, là de moins en moins. Ah non, moi là je... Ah ouais. Là t'as l'impression que c'est les deux meilleures équipes c'est les deux meilleures équipes de la compétition qui s'affrontent. Ouais. Parce que le terme, tu vois, on est sur un Bayern PSG... On est sur les deux meilleurs. Ok. Ouais, on est sur les deux meilleurs. En vrai, je suis d'accord. On est sur les deux meilleurs parce que l'Angleterre... Enfin, on va parler juste après l'Angleterre. A plus galéré, l'Espagne a fait un très bon match. Et la seule équipe qui peut venir inquiéter, par exemple, la France en finale, si on prend pas l'Espagne parce qu'il les joue en demi, c'est l'Argentine. Parce que je trouve qu'il y a ce truc de mental. Ils les ont déjà joués. Ça va être un gros choc avec de l'attention, peut-être un match dégueulasse, mais un truc avec de l'attention. Que par exemple les Anglais face à l'équipe de France. On reviendra sur cette finale. On reviendra sur cette côté de tableau. Pour finir, je pose mon compte dessus. L'oreille a entendu. Mais non, sincèrement, on va évidemment aborder cette autre partie de tableau. D'abord, dernière question, et après on peut finir ce match. Il y a je vous ai dit, on reviendra après sur les individualités, on va parler tactique. Les individualités, dans une demi-finale de Coupe du Monde, et surtout vu cette Coupe du Monde d'individualité, elles vont être attendues. Alors qu'est-ce que vous attendez de ces individualités dans ce match-là ? Qu'est-ce qu'on attend d'Mbappé ? Qu'est-ce qu'on attend d'Ousmane ? Qu'est-ce qu'on attend d'Yamal ? C'est des évidences. Mais à quel point
À quel point ça vaut hype, à quel point ces duels vaut hype, c'est quoi votre feeling quand tu vas avoir peut-être 3 des 5 meilleurs joueurs du monde qui vont être sur la pelouse, peut-être 4 des 5 meilleurs joueurs du monde, peut-être même 5 des 5 meilleurs joueurs du monde. Tu vois ce que je veux dire? Bon non, sans doute 4 des 5 meilleurs joueurs du monde. Oui, 4 sûrs. C'est sûr. Olysée, Ousmane, Yamal, Mbappé, on est sur les 5 meilleures individualités du monde. Il y a évidemment Kane qui traîne du côté anglais sur la saison et il y a évidemment le joue de Messi, vous avez compris. Mais ouais. Qu'est-ce qu'on attend de ce match-là? Ce qu'on a vu un peu en demi-finale de Ligue des Champions, ce PSG Bayern, où les offensifs, notamment sur le match aller, avaient été remarquables et avaient sorti des performances 9 sur 10, 10 sur 10. 10 sur 10, 8 sur 10. Beaucoup d'offensifs avaient pondu des grosses performances sur cette demi-allée-là. Et je veux la même chose. Côté espagnol, j'espère que ce sera Lamine Yamal ou Oyarzabal, parce que l'ailier gauche, comme je l'ai dit, je compte pas sur lui. Ah mais il n'est pas compté dedans. Il n'est pas compté dedans. Et côté français, que ce soit les 4 qui me pondent une performance de all-time. Désiré Doué n'est pas forcément oublié. Ah mais quand je dis les 4, c'est Désiré Doué qui fait partie de ce lot. Ouais. Lot-là, donc des performances type ce qu'on avait vu en demi-finale aller de Ligue des Champions. Toi là, je te dis un 5-4... Ah non, après... un 5-4 avec pas le même scénario que ce qu'on a eu en National League, mais plutôt ce qu'on a eu en demi-finale à la Ligue des Champions. Tu signes pour ça, tu vois ça, et tu sautes dedans? Honnêtement, je signe pour ça, mais c'est pas ce que je vois du tout. Ok, d'accord. Mais j'espère que les offensifs lors de donc tu serais pas déçu, comme tu ne vois pas ça, tu serais pas déçu qu'il y ait un 1-0 dégueulasse avec un but de Rabiot? Ça te choquerait pas? Ça me choquerait pas, mais je serais déçu. Ok. Mais tu le vois pourtant, tu le vois. Je peux le voir, ouais. Ok. Pas tant. S'il y a un 0, ça peut être un 0 avec des actions des deux côtés, ça se tape dessus, juste ça rentre pas. Avec un très bon pressing d'Allegri. Non, pardon, c'est pas bon sujet. Non, mais c'est vrai qu'un 0 peut être sympa. Oui, un 0 peut être sympa. Un 0 peut être très sympa. T'as complètement raison, je suis d'accord avec toi. Je te titille. Ah bon, on a parlé, j'allais vous parler des inquiétudes côté français, mais on a déjà un peu évoqué. On peut enchaîner et passer au dernier match. On a déjà fait 5 sur les 6 matchs aujourd'hui. Donc on a un bon abattage aussi. Angleterre, Argentine. Le duel des équipes. Insubmersible. C'est ce que j'ai noté sur ma fiche en premier. Ouais, Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Totalement d'accord. Dis-moi ce que tu as à me dire. Ce que j'ai à dire, c'est que c'est deux équipes qui ont beaucoup joué, d'accord? Qui ont joué 120 minutes 2 fois pour les Argentins, pareil pour les Anglais. Et dans le reste, leur seul match en 90 minutes, c'est un match assez compliqué. Je pense au match du Congo pour les Anglais et au match face aux Égyptiens. C'est des remontées où tu les sens, les prolongations. Exactement, ce sont des matchs compliqués. Donc, dans le parcours des deux équipes, si tu enlèves les poules, c'est un peu similaire. Tu m'as parlé du contexte physique. Les Argentins, on les a vus fatigués, on les a vus plusieurs fois fatigués, face aux Égyptiens, face aux Cap-Verdiens. L'Égypte, c'est le plus criant sur la fatigue. Oui, il y a le Cap-Vert aussi. Le Cap-Vert en 120 minutes. C'était le Cap-Vert? Ouais, où t'as Enzo Fernandez. Ah oui, pardon, c'était plus le Cap-Vert. Le Cap-Vert, c'est criant. Ouais, pardon. Mais les Anglais, ok, ils sont peut-être un peu plus jeunes, mais eux, ils ont pris coup sur coup là, entre le match au Mexique, dans une atmosphère dingue, en altitude et tout, et là, ce match à Miami, à 40 degrés, avec 90% de taux d'humidité, là, coup sur coup, les Anglais, ils ont pris 2 claques aussi, au niveau de l'aspect physique, comment le corps récupère. Donc, pour moi, sur le plan physique, ok, on a une équipe vieillissante côté argentin, mais ils vont arriver un peu kiff-kiff. Donc après, ça va être dans le jeu, et dans le jeu, je trouve que les Anglais ont peut-être un peu plus de garantie, et ont été capables de remonter des matchs qui ont des adversaires un peu plus compliqués, un peu plus forts que les Argentins. Parce que les Argentins, ils ont fait des remontées, mais c'était pas le même type d'adversaire que les Anglais. Les Anglais, ils ont dû remonter un score face au Nord. Je trouve qu'il y a plus de garanties. Il y a des joueurs qui font des meilleures choses. Les changements anglais. Entre les individualités et le jeu collectif. Le jeu collectif de l'Angleterre n'est pas très bon. L'anglais n'est pas au niveau, n'est pas prêt, mais dans les individualités, c'est mieux. Dans les changements de Tourelle, c'est mieux que le côté argentin. Tu as des coachings qui sont souvent bénéfiques. L'entrée de Bukayo Saka, on n'en a pas parlé, mais face aux Norvégiens, elle est bonne. Il est sur une bonne lancée, Bukayo Saka. Moi, j'ai bien aimé l'entrée de Rodgers. Je trouve que Reece James, il a apporté un peu plus de stabilité face aux Norvégiens. Scaloni, ok, il fait confiance à son banc, mais je trouve que c'est des changements un peu rigides, des changements qui n'apportent pas grand-chose. Tu vois, il me fait entrer Almada, histoire de compenser un peu les efforts qui ne sont pas faits défensivement. Un Lautaro Martinez, moi je trouve sa compétition pas très bonne. Quand il fait entrer Lautaro, quand il fait entrer Alvarez, ça donne pas grand-chose. Au milieu de terrain, il y a un ajustement qui a été bien fait, je trouve. C'est l'entrée de Paredes sur ces 2 derniers matchs. Paredes, il fait du bien. Paredes est plutôt bon. Donc ça peut être un ajustement qui te permet de déranger ce milieu de terrain anglais qui est fort, qui est très fort. Elliot Anderson, il t'a fait un match face à la Norvège. Très très bon. Comment va arriver Declan Rice? C'est une question aussi. Ouais. Est-ce qu'il va être titularisé? Le virus, qu'est-ce que ça donne?
Parce que je suis sûr que Tuchel, s'il a un doute sur son intensité, il le met sur le banc, il n'a pas de débat, il le met au frigo. Après, moi je pense qu'il avait peut-être un doute, il a fait jouer 45 minutes, je pense qu'il avait un doute, il l'a fait jouer. Il avait un doute, oui, mais attends, mais il a fait un doute, il a fait jouer, mais c'est que maintenant, à la mi-temps, c'est pas confirmé. Là, il y a de l'alarme qui s'est mise et oui, là, contre l'Argentine, tu as besoin de mecs qui sont à 100% sur ton intensité. Oui. Je pense que si. Donc moi, ma question, c'est comment est-ce que vous voyez le match tactiquement ? Moi, ce que j'ai noté, peut-être que je suis à côté de la plaque, est-ce qu'on peut voir autre chose que l'Argentine qui a une position stérile, l'Angleterre qui se laisse un peu faire et tente d'exploser en contre ? Est-ce que vous pensez que... Est-ce que ça va se passer différemment en fait ? Non, je pense que les deux vont vouloir un peu jouer par moment. Chacun va avoir sa séquence où il voudra jouer à la balle. Et même plus les Anglais. Ok. Toi, tu vois même plus, donc l'inverse de ce que j'ai dit, tu vois même plus les Anglais. Pas aussi fort que ce que tu as dit côté argentin, mais oui, non, les Anglais qui ont un peu plus la balle que les Algériens. Les Algériens, pardon, ils sont plus dans la compétition depuis un moment. Non, que les Argentins, franchement, parce que je pense qu'ils ont plus cette capacité à garder la balle. Et peut-être être un peu plus dangereux avec ce ballon-là. Après, ça, oui, je suis d'accord sur la dangerosité. Et encore, pour moi, tu as quand même deux équipes quasi miroirs sur la compétition, que ce soit sur les parcours, que ce soit sur les difficultés qu'elles ont, sur les manières de jouer. Et sur un autre point, et Noé, je vais t'entendre dessus, sur le fait de se remettre à 1 voire 2 hommes du côté des Anglais, c'est les individualités. En fait, c'est des équipes qui se ressemblent beaucoup. Ouais. Donc peut-être qu'elles vont s'annuler et qu'on va avoir un match pourri, c'est possible. Ce qui est sûr, c'est que sur la compétition, il y a clairement un Jude contre Messi qui est en train de se dégager. Alors, moi, ma question que j'avais vous poser, c'est qui est le mieux entouré ? Non, mais aussi... Sur les individualités d'abord, vas-y. Sur les individualités ? Ouais, enfin, ce que tu allais dire là, vas-y. Moi, ce que j'allais dire, c'est justement, la question, c'est, OK, il y a peut-être un Jude Messi qui se profile, mais où va jouer Jude ? Parce que c'est pas le même Jude en 6 dans le double pivot et en 10. Il veut plus, j'ai l'impression qu'il ne mettra plus 6. C'est 10 définitif. Contre la Croatie. Oui, mais avec la blessure de Rice. Qu'est-ce qu'il a fait ? C'était qui en 6 ? C'était Eze ou Reece James. Il n'a jamais mis Bellingham en 6. Je suis d'accord, au début de la compétition, il l'avait fait quand il y avait des changements face à la Croatie. Il a bien vu que c'était pas ouf. Quand il avait fait 20 minutes face à la Croatie, je les avais trouvées pas mauvaises. Pour moi, Bellingham en 6, c'est un gars qui court partout. En fait, j'ai l'impression que quand il est en 6, il joue un peu comme s'il était en 10, mais sauf qu'il et quand il joue en 10, il joue énormément d'espace. Oui, mais la question est ce serait une erreur. Dans tous les cas, il ne retournera plus à ce poste-là. Sur le match-là, face à la Norvège, Tuchel ne l'a jamais calé en 10. Mais il a fait à chaque fois des ajustements peut-être un peu bizarres, mettre Eze à ce poste-là, c'est peu commun. Je me demande qu'il fasse pas jouer, par exemple, Rodgers, qu'il aime beaucoup, à ce poste de 10, où il y avait eu hésitation avec Bellingham. Il n'y a plus hésitation. Oui, mais ça, c'est toi ce que tu dis. On n'en sait rien. On n'en sait rien, c'est factuel. Il n'y a plus d'hésitation à ce poste de numéro 10 entre Bellingham et n'importe quel prénom. Dans ce cas-là, tu es d'accord pour dire que mettre Bellingham en 6 serait une erreur grossière qui libère beaucoup d'espace dans le dos que Messi pourra exploiter. Grossière. Moi, je la trouve pas grossière dans le fait de mettre Bellingham qui va coûter à ce poste-là. Je trouve que ça coûte parce que tu as plus Bellingham en numéro 10. Mais tu perds plus offensivement, tu perds au milieu de terrain. Au poste de numéro 6, je trouve pas que ce soit dangereux pour ton équilibre défensif. Moi, je trouve que c'est même très dangereux et ça peut être un truc où il peut perdre un match. Moi, je trouve que l'analyse de Noé, elle est très bonne. En fait, tu peux pas dire... Bellingham, il a un aimant, il est attiré vers le but. D'accord, mais un aisé à ce poste de numéro 6, c'est pas aussi l'assurance tout risque défensivement. Mais oui, mais le truc, c'est que en fait, pour toi, c'est sûr, il ne le fera plus jouer en 6. Mais ça, on n'en sait rien. C'est ce que tu penses, mais on n'en sait rien. Même s'il y a 99% de chance, tant que t'as pas la compo, tu sais pas ce qui va se passer. Là, il a préféré mettre Eze, Rodgers, Reece James à la place de Bellingham. Et donc on est sur 99%. On est sur 3 joueurs. Donc ça sert à rien, débattons pas plus là-dessus. Noé a raison, t'as sans doute raison aussi. Le truc, c'est qu'il va falloir gérer ses individualités. Moi, ma question que j'allais vous poser, c'est qui est le mieux entouré ? Vraiment, pour de vrai, qui est vraiment le mieux entouré ? Parce que là, comme ça, on se dit les Anglais, mais est-ce que c'est vraiment ça, Jules ? Alors, tu me dis non, moi je vais commencer, je vais te répondre. L'Angleterre est mieux entourée. Enfin, du coup, Bellingham est mieux entouré. Parce que normalement, à la base, c'est même pas lui la tête d'affiche, c'est Kane. Donc là, tu me donnes un autre nom. Donc Bellingham est mieux entouré. Bellingham a Kane, qui est un numéro 9 élite, qui est peut-être le meilleur sur la planète. Il a Rice, oui ou non, parce que est-ce qu'il va être à 100%, on ne sait pas. Il est clairement mieux entouré. Même Elliot Anderson, je trouve monstrueux. Il est clairement mieux entouré, Bellingham. Il y a beaucoup plus de joueurs capables de faire des différences dans cette équipe anglaise que côté argentin pour épauler Messi. Après, je vais te laisser répondre. T'es pas d'accord, toi ? Pour toi, c'est égalité ? Non, je pense que, sur le point de la qualité, l'Angleterre est mieux entourée que Messi. Mais les Argentins jouent mieux avec Messi que les Anglais avec Bellingham. C'est ça. En fait, leur tactique se base sur épauler Messi et être derrière Messi. Donc, en fait, à partir de ce moment-là, je trouve que...
oui, l'Argentine et enfin Messi, surtout Messi, parce que la question c'est Messi est mieux entouré que Bellingham, pour moi. Parce qu'il y a un meilleur. Ils sont prêts à se battre pour lui, tout ça. Non, c'est parce que en fait, depuis le début, leur tactique se repose sur ça. Donc en fait, Messi est constamment cherché, Messi est constamment trouvé. Et constamment suppléé pour défendre. Le truc, c'est que ça a plus de faiblesse que de qualité pour moi. Non. Et puis l'Angleterre a beaucoup de faiblesses. Pas jusque-là, mais ça a des défauts. L'Angleterre a des faiblesses aussi. Oui, c'est sûr. Pour moi, ça a plus de défauts de constamment chercher Messi que de qualité. Il se trouve que Messi arrive à s'en sortir et à te proposer énormément de choses. Je pense que si tu cherches Messi 3 fois moins, tu obtiens le même nombre de choses positives si les mecs à côté ils sont capables de jouer. Que ce soit Messi ou pas Messi. Là, je vais m'orienter rapidement sur les inquiétudes. On va commencer par les inquiétudes côté anglais. Jules, tu as l'air bien chaud sur l'Angleterre et Noé, je t'enverrai sur l'Argentine juste après. C'est quoi les grosses inquiétudes anglaises qu'il va falloir surveiller pour ce match-là? Le truc qui peut te faire basculer d'une qualification à une élimination? Qu'est-ce que je pourrais te dire? Peut-être les ailes. J'ai toujours ce problème avec les ailes où tu as le joueur qui commence, qui fait une performance mauvaise. Et l'entrant est meilleur que le mec qui commence le match. Donc depuis le début de la compétition, c'est ça. Qu'est-ce que ça va donner face à Gordon, t'as trouvé un peu un truc sympa quand même, non? Oui, ok, il a été plutôt bon, il a été plusieurs fois trouvé dans la profondeur. Oui, ça va être Gordon à gauche. Plutôt à droite là. À droite, Madueke qui avait fait des bons matchs précédemment, là ça va être Saka, ça va être à la place de Saka. Ouais. Je pense que Saka va retrouver cette place-là. Et puis, non, moi, les inquiétudes anglaises, franchement, tu vois, je me pose la question, j'en trouve pas tellement. Je suis peut-être un peu. Le latéral droit, rien. Le latéral droit. Rien, ils sont pas sûrs de qui mettre. Ça tourne. J'ai par là depuis le début de la compétition. Rien du tout. J'ai vu Rhys James faire 60 minutes. Je pense qu'il sera capable d'en faire 90, donc face à l'Argentine. Ok, très bien, mais ça change pas que t'as pris quasiment tous tes buts. Enfin, j'exagère, mais t'as pris quand même beaucoup de tes buts en phase finale sur ce côté droit. Oui, mais Rhys James n'était pas là. Oui, mais. Ça a été Konsa ou Spence. Oui, mais le problème, c'est que. Ouais, justement, c'est ça le problème. C'est que là, depuis le début de la compétition, tu tournes. Tu sais pas qui j'aime beaucoup Rhys James. Ça va être ton troisième choix, quoi. Bah non, tu mets ton premier choix. On commence la compétition. Qui commence la compétition? C'est Rhys James. Il se pète. Oui. Donc ton premier choix se pète. Donc tu fais des ajustements. Oui, tu as mis Spence, tu as mis Konsa, tu as mis Rhys James, il revient pas là, il revient des matchs d'avant, mais il est jugé trop court. Et là, si jamais les mecs étaient disponibles, il les aurait joués ou pas. Justement, c'est pas quelque chose de sûr ce poste-là. Est-ce que tu penses que là, c'est une des inquiétudes. Mais là, peut-être que t'as raison. Est-ce que tu penses que Rhys James, là, je l'ai vu faire 100%. Là, il a fait les prolongations plus une grosse demi-heure en fin de match. Il sera capable de faire 60 minutes, voire 90 minutes face aux Argentins. Et bah alors dans ce cas-là, c'est déjà plus rassurant. Et puis c'est pas comme si le côté gauche argentin était non plus un côté ultra exploité. Oui, c'est Almada. Non, mais depuis le début de la compétition, c'est abominable. C'est qu'il y a le fantôme de Di Maria qui navigue un peu, mais ce côté n'est pas du tout exploité. T'es pas aidé par quand c'est Medina qui joue. Non, mais en fait, t'es pas aidé. Il n'y a pas d'apport offensif. Oui. Il y a toute une zone du terrain qui. Tagliafico aussi en donne un peu. Mais bon, c'est pas. Il en donne plus. C'est pas incroyable. Mais il est trop. Pas mauvais, mais bon, c'est pas ce qu'on veut. Il commence à surchauffer, Tagliafico, je te mens pas. Non, mais il a surchauffé toute la saison, tout ça. Ouais. Tagliafico. Mais c'est mieux ce qu'il fait là avec l'Argentine que ce qu'il a fait à Lyon. Ça fout. Tous les mecs là, ils arrivent, ils sont lessivés, et ils ont 47 ans et demi, et en fait, ils arrivent tous à faire des bonnes performances, c'est impressionnant. Noé, côté Argentine. Les joueurs de 47 ans qui commencent à rouiller, et que 120 minutes, ça commence à être long à chaque match. Enfin, la cadence de leur match commence à être longue et je pense va tirer fort. Et surtout face à des Anglais qui, jouent pareil des prolongations, mais en fait, le jeu anglais, quand même, c'est basé aussi beaucoup sur le physique, sur l'endurance, sur... L'Argentine aussi, Ouais, mais ils arrivent moins dans la durée, mais ils basent quand même beaucoup leur jeu sur le physique, sur des récupérations. Les Anglais, c'est plus une qualité physique athlétique. Tu vois, tu les vois, c'est des athlètes. Je pense que Bellingham, c'est un peu l'archétype. Voilà, c'est ça. Donc, ça risque d'être dur pour les Argentins. Et aussi, attention, qui craquent pas en prolongue. Moi, c'est ce que je vois. Tu veux une prolongation? On va faire un petit tour des pronostics. Je veux sur ce match. Vous me parlez du match, 2 phrases et le score, s'il vous plaît. Moi, ça va être ma prémonition. Tu finiras sur ça. Très bien. Vas-y, sur ce match, toi. Répète-moi ce que tu veux que je te dise. Je veux que tu me fasses une phrase sur ce match. Ouais. Mais en fait, non, mais cette question, si elle est prémonition, on va directement envoyer les prémonitions, c'est pas très grave. Non, mais j'aimerais bien avoir son avis parce que. Donc, tu vas donner ta prémonition, on donnera notre avis après. Ok, très bien. Donc, on va passer aux prémonitions. Il y a 2 matchs, on est 3. On est 2 sur l'Espagne avec mon camarade Noé, Jules est seul sur l'Angleterre. Tu vas commencer, Jules, par les Anglais.
Je veux ta hot take, s'il te plaît. Oui, je vais commencer par Angleterre, Argentine. Argentine, pardon. Je sais que t'es pour les Anglais, donc... Non, alors, à la base, c'était mon flop de ma compétition, les Anglais, mais ils ont su vraiment me... Tu t'es mis à ouais, j'ai complètement changé d'avis. J'ai mis attache à cette équipe anglaise, que je trouve plutôt séduisante. Alors, attendez. On n'a pas parlé du cas de Jude, sa sortie. Ah, tu veux parler de l'affaire extra-sportive ? Très rapidement. Et Noé, bien sûr, Noé dessus, parce que Noé, avant l'émission, il m'a dit qu'il fallait qu'on en parle et j'étais d'accord. Vas-y, Noé. On parlait. Donc, petit contexte, rappel. Petit contexte, après le match donc face à la Norvège, Thomas Tuchel a eu des mots sur son équipe. Je ne saurais plus exactement te dire ce qu'il a dit. L'équipe a dit décevante. En gros, ils ont mal joué. Ils ont mal joué, j'ai pas été conquis par leurs prestations, va falloir mieux faire. Un journaliste a rapporté ça à Jude Bellingham. Il confronte ça à Jude, qu'est-ce que répond Jude ? Bellingham, je trouvais tomber dans le piège du journaliste. Dans le piège du journaliste et dans le truc de confrontation avec son entraîneur. Et a tout de suite répondu, en gros... lui, il n'a pas joué dans des conditions comme ça. Il dit peut-être qu'il ne sait pas ce que ça fait de jouer contre des tels joueurs dans telles conditions. Il ne sait pas ce que ça fait de jouer contre la Norvège, il a cité des joueurs à Land, Odegaard et tout ça. Il a même cité Sorloth. On n'a pas parlé de la contre-attaque avec Sorloth qui ne la donne pas. Voilà, mais donc, moi, je trouve que c'est bête de la part de Bellingham. C'est vraiment le bon terme, c'est bête. C'est bête. Quel manque d'expérience. On rappelle qu'il a ça, tu vois, petit retour sur terre, petit retour à la réalité, le gars n'a que 23 ans, il fait des erreurs de communication. Mais non, mais ça, c'est un truc. C'est bête. Moi, je vais maxer. Ça, c'est un truc. C'est un truc. Je vais pas dire que ça peut tuer ta compétition, mais ça, c'est un truc. Et on revient à quel poste tu vas mettre ? Ça peut créer des petits doutes. Aucun rapport. Il va le punir. Il va mettre Morgan Rogers qui préfère depuis avant la compétition. Potentiellement. T'imagines, il le punit, il le dit, allez, tu vas baisser un peu, tu vas aller en boxe. Mais les gars, il se tire une balle dans le pied s'il fait ça. Je suis d'accord. Et moi, ce petit coup de Bellingham, je mets ça sur le coup de la chaleur, d'accord. Le gars, il a fait une insolation, il répond de la merde. Oui, il a pu faire une insolation. Alors qu'il était sous la clim. Pareil, Tourelle, il a eu chaud, il s'est un peu emporté. Non, il a raison. Un coach, il a le droit de dire qu'il n'est pas satisfait de ses joueurs. Il a raison, mais il est un peu fatigué, Tourelle aussi. C'est normal qu'il soit pas satisfait de ses joueurs. Les deux, sachant qu'il veut gagner. Mais que t'as gagné. Il vient pas pour aller en demi-finale, là, il vient pour gagner. Tu dois plutôt gérer ça dans un vestiaire, mais je trouve ça pas si grave que ça. Tu sors d'une prestation où il a fait très très chaud, t'as beaucoup de tension, beaucoup de pression. Ça, c'est un truc, en cas de défaite, ça va revenir. On dit pas que ça va créer la défaite. Il n'y aura pas de défaite. Ça veut dire qu'on se contente pas d'une demi-finale, on va aller au bout. Et puis Jude. Mais oui, mais ils en sont au courant. Jude a un manque de maturité sur sa réponse, c'est ridicule. T'imagines s'il y a un joueur, il y a un nombre de joueurs dans des pays où les journalistes pardonnent beaucoup moins ça, en Espagne, il y a les Anglais, ils sont en pétard dessus aussi. Je sais que les Anglais sont en pétard dessus, mais sauf que. Il y a des pays où il y aurait dû y avoir des excuses publiques de la part du joueur, on va voir si le joueur revient dessus. En conférence de presse avant le match, j'espère qu'il va revenir dessus et dire que c'était qu'un petit épisode. Et puis tu le vois à sa tête. Quand tu vas en France, ce que les gens ont fait d'une petite déclat de Cherki, on en a parlé pendant 3 semaines, alors qu'il avait juste dit on vient pour tous les tuer, et on est en train de tous les tuer d'ailleurs au passage. On en a fait tout un truc et tout, Cherki, Deschamps, je sais pas quoi. T'imagines si Mbappé et Cherki avaient dit ça de Deschamps ? Mais ça aurait été un scandale, ça aurait été à la une. Donc. Bon, les Anglais, chantent Wonderwall, Oasis, ça se passe très bien. Pour l'instant, le bateau va très bien. Non, mais c'est cool, il y a une très bonne ambiance, mais ça montre que le groupe est pas aussi France 2018 que ça, quoi. Il faut se calmer, j'ai l'impression qu'il y a quand même des petites embrouilles. Mais Bellingham Tourelle, c'est avant la compétition. Oui, je sais très bien, mais les mecs font pas l'effort de s'entendre aux yeux immédiats. Bon, c'est dommage, pardon. Petite parenthèse polémique, fallait qu'on fasse un peu... Petit point polémique, ça fait toujours du bien de cracher un peu sur les joueurs, un peu de rapace, c'est normal. Un peu de pain, franchement, c'est bien. Jules, ta take. Donc, prémonition, Angleterre-Argentine. Pour ce match-là, qu'est-ce que je vois du coup ? Je vois une victoire des Anglais, les Anglais vont se qualifier. Il n'y aura pas de prolongation cette fois-ci. C'est les deux spécialistes des prolongations, mais il n'y aura pas de prolongation. Les Anglais ils finiront ça en 90 minutes. Je vois une victoire des Anglais. Et Jude Bellingham, en numéro 10, pas en tant que numéro 6, sera une nouvelle fois décisif, d'accord ? C'est ma hot take, un Bellingham décisif pour une victoire des Anglais qui n'encaisseront pas de but. Ok, voilà, merci. J'attendais, j'allais lui dire, franchement, les hot takes hors nature, non. Les Anglais n'encaisseront pas de but, un Pickford qui fera une belle performance. Une performance qui dégoûtera les Argentins, Léo Messi, Alvarez, même Thiago Almada tirera. Thiago Almada va tirer sur ce match-là. Et s'il tire pas, attention. Non, mais c'est pas la hot take, elle est interminable. Donc, victoire en 90 minutes, Jude décisif, les Anglais n'encaissent pas de but, grosse hot take. On va réagir, on va aussi donner nos pronos.
ce qu'on dit là ne compte pas pour notre take. Oui. Ton pronostic, toi, juste rapidement ton pronostic. Pronostic, les Anglais qui gagnent après prolongation. Ah putain, je vais mettre les Argentins. Ouais. Vas-y. Je sais pas. Il va falloir y aller là. La semaine dernière, ça va aller au penalty. Et qui va gagner au penalty? L'Argentine va s'en sortir au penalty. Grâce à Emiliano. C'est peut-être le truc le plus évident si je vois une séance, je me dis bah ouais, un 0-0, franchement c'est mouillé quand même. Franchement, non, attends. Aller jusqu'au prolong. Ça a été que ça arrive juste après. Moi personnellement, je vois une victoire des Anglais par 2 buts d'écart en 90 minutes. Je pense que l'Angleterre va... Je pense qu'ils vont prendre des prolongues. Non, moi en 90 et 2 buts d'écart. Et genre gros message des Anglais. Énorme message. Je pense que ce match-là, on va se faire. Il va être long, hein, le match. Ouais, le match. Alors, écoute, 2 buts d'écart, ça peut quand même être très long. Hein. Ça peut quand même être très long. Non, mais je pense qu'on va. Le match Argentine-Suisse, il a été très long. Il y a eu 2 buts d'écart, tu vois. Mais t'as dit 90 minutes. Mais moi, j'ai dit 90 minutes. Mais même en 90 ça risque d'être long. Les pauses fraîcheurs, tout ça, on va se dire, c'est long. On va enchaîner maintenant avec l'Espagne. On va commencer avec notre take. Noé, je te laisse commencer. Alors, je pense que déjà, ce match va aller en prolongation. Ok. Et c'est les Espagnols qui vont gagner en prolongation. Ok. Voilà. Et ça suffit, non L'Espagne qui... En prolongation. En prolongation. Que en prolongation. S'ils gagnent en 90 minutes. Ils gagnent en prolongation, oui. Allez, et pas de tir au but, du coup. Non, pas de tir au but. Ok, victoire de l'Espagne en 120 minutes. Sympa. Moi, je vais aller sur un joueur. J'aime bien faire mes petits top take joueurs. Je vais aller sur une victoire de la France, pour commencer. Qualification de la France, tout ça. Et je vais mettre Désiré Doué, buteur. Ok. Donc, je prends plus de risques que lui. C'est pas grave. On y va. Désiré Doué, buteur. J'ai pas fait de rappel des points, mais personne n'avait marqué de points sur le plateau. J'étais pas là, normal que personne marque de points. Je suis toujours à égalité de points avec eux, alors que j'ai loupé. Pardon. Je suis à égalité avec la majorité du plateau, alors que j'ai loupé 2 émissions. On va faire notre comeback. Jules, t'en penses quoi, toi, de ce match-là, France-Espagne, même si ça comptera pas dans tes hot takes? Un petit prono? Pour moi, la France n'a plus peur de l'Espagne. La France gagnera. La France va se qualifier. J'en dis pas plus. Hein. Un petit prono, tu nous offres un petit truc. Ok, pardon. Ok, la France se qualifie avec Michael Olise qui plantera son premier. Non, je te demande un score. Premier but de Michael. Tous les matchs de l'équipe de France, Michael Olise va enfin marquer son premier but. Je peux y croire parce que moi j'ai dit ça avec McAllister et je l'ai pas dit. Faut pas qu'il finisse la compétition. Et du coup, ça nous donne toujours pas de score. Ça donne un 2-0. Ok, très sympa. Bon. En tout cas, on va vous inviter évidemment à regarder ces matchs 14 et 15 juillet. On fera une émission jeudi ou vendredi, a priori vendredi, pour parler de ces demi-finales et surtout aborder la finale. On enchaînera ensuite le lundi 20, a priori, avec une dernière émission de cette saison, une émission débrief, une émission retour sur les previews qui ont été globalement catastrophiques avant cette Coupe du Monde. Avant ça, on dit merci à la régie. Merci beaucoup. Merci la régie. Et on se retrouve vendredi pour une nouvelle émission. Bonne soirée, bonne journée à tous.